Bonjour mes élèves, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon intitulée La régulation de la pression artérielle. Dans cette régulation, je vais présenter une introduction concernant la pression artérielle, ses valeurs normales, ses valeurs anormales. Dans un deuxième temps, on va voir la régulation nerveuse de cette pression artérielle, la régulation hormonale de la pression artérielle. On va voir les maladies cardiovasculaires et comment les prévenir. Et nous terminerons par une petite évaluation. Donc vous voyez que cette leçon est très importante. Vous avez certainement entendu parler de gens hypertendus. Vous avez vu les dangers que ça peut causer. Donc on va essayer de voir un peu cette pression artérielle et sa régulation. Pardon. Nous commençons par la pression artérielle et ses variations. Tout d'abord, qu'est-ce que la pression artérielle? Pour simplifier, on peut dire que c'est la pression exercée par le sang sur les vaisseaux. Le sang qui coule dans les vaisseaux exerce une force, une pression sur les parois des vaisseaux. Bien sûr, il y a la résistance des vaisseaux et la résultante des deux forces constitue ce qu'on appelle la pression artérielle. La pression artérielle normale varie entre 12-13 mm de mercure et un minimum de 8 mm de mercure. Donc lorsque le médecin prend la tension d'une personne, en fait il prend deux mesures, le maximum et le minimum. À quoi correspondent ces valeurs? La pression maximale correspond à la systole ventriculaire, c'est-à-dire la contraction des ventricules. Lorsque les ventricules se contractent, ils chassent du sang dans les vaisseaux et ce sang-là exerce une pression sur les vaisseaux. Ça, c'est la pression maximale. La pression minimale, c'est pendant la diastole générale ou bien le relâchement du cœur général. Les facteurs qui modifient la pression artérielle. Cette pression artérielle n'est pas stable, n'est pas constante. Durant une journée, elle varie selon l'état de la personne et d'une personne à une autre, bien sûr, cette pression peut changer. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent modifier la pression artérielle? Il y a le volume systolique. Le volume systolique, c'est-à-dire le volume de sang chassé par le cœur. Il y a le rythme cardiaque. Un rythme cardiaque élevé, lorsque le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle augmente aussi. Il y a ce qu'on appelle la vasomotricité, le diamètre des vaisseaux sanguins. Lorsque le diamètre du vaisseau sanguin diminue, lorsqu'on dit le vaisseau est rétréci, la pression artérielle augmente. Donc, la pression artérielle est inversement proportionnelle au diamètre des vaisseaux. Bon, ces variations-là peuvent être des variations normales, mais il y a des variations anormales de la pression artérielle. Les variations anormales, on va voir les types d'anomalies, leur signification, les principaux facteurs responsables et les risques. Donc, premier type d'anomalie, c'est l'hypertension. Que signifie hypertension? Cela signifie que la pression artérielle est supérieure à la pression artérielle normale. Quels sont les principaux facteurs responsables de cette augmentation de pression artérielle? Il y a les émotions, telles que le stress, la grande joie aussi, le dépôt des triglycérides sur les parois des vaisseaux. Ça, c'est un autre problème. Les risques d'une augmentation de la pression artérielle, c'est une augmentation du rythme cardiaque, c'est des accidents vasculaires cervicaux et des accidents cardiaques vasculaires. Ça peut entraîner des accidents au niveau des vaisseaux du cœur, ça peut entraîner des accidents au niveau des vaisseaux de l'encéphale, tout l'encéphale du cerveau plus précisément. Ça, c'est le premier type d'anomalie, l'hypertension. Deuxième type d'anomalie, l'hypotension. L'hypotension, c'est-à-dire une pression artérielle inférieure à la pression artérielle normale. L'hémorragie, c'est
le principal facteur responsable de cette hypotension, hémorragie, donc diminution du volume sanguin. Lorsque le volume sanguin diminue dans la circulation, la pression exercée sur le vaisseau va, bien sûr, va diminuer. Les risques, c'est diminution du rythme cardiaque. Et lorsqu'il y a diminution du rythme cardiaque, cela veut dire qu'il peut provoquer un problème pour l'irrigation des organes par le sang et par conséquent par l'oxygène. Donc le sang n'arrive plus par exemple au cerveau, il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau. Il y a l'évanouissement et le syncope. Bon, après avoir vu la pression artérielle normale et les variations de cette pression artérielle, on va voir un peu la régulation de cette pression artérielle. Et nous commençons par la régulation nerveuse de la pression artérielle. Vous avez là un schéma montrant le cœur avec ses vaisseaux et l'innervation de ce cœur et de ces vaisseaux, comme vous le voyez ici, on va les annoter. Là, vous avez le bulbe rachidien, la moelle épinière. Donc, dans ce vaisseau-là qui est le sinus carotidien, voilà, dans le sinus carotidien, il y a ce qu'on voit ici qui clignote, le barorécepteur. On voit ici un autre barorécepteur, le barorécepteur de la crosse aortique et le barorécepteur du sinus carotidien. Les récepteurs, vous vous rappelez, les récepteurs de fuseau neuromusculaire ou bien le corpuscule de Pacini. Donc ces récepteurs sont sensibles à la variation de pression. Barorécepteurs sont des récepteurs mécanorécepteurs. Là, on voit le nerf Hering. Le nerf Hering, donc c'est le nerf sensitif qui relie le sinus carotidien au bulbe rachidien. Le nerf scion, c'est un nerf sensitif aussi, qui relie la crosse aortique au bulbe rachidien. Il y a le nerf 10, c'est le nerf moteur. Le nerf moteur, il relie le bulbe rachidien à l'oreillette droite. Le bulbe rachidien, là nous avons la moelle épinière, et dans cette moelle épinière, il y a ce centre qu'on a schématisé ici, le centre cardio-médulaire. Le nerf cardiaque, c'est le nerf qui part de la moelle épinière, fait relais au niveau de ganglions étoilés, et ce nerf cardiaque, donc c'est le nerf orthosympathique qui passe vers le cœur. Là, nous avons une chaîne paraganglionnaire. Donc là, vous avez l'innervation du cœur. Bien sûr, le nerf Hering, il y a deux nerfs de Hering. Nerf scion, il y a deux nerfs de scion. On n'a représenté qu'un seul côté. Donc il y a de l'autre côté, par symétrie, nous avons une symétrie bilatérale. Donc il y a les autres nerfs. Certains nerfs, vous avez vu au cours de cette leçon, votre professeur vous a montré comment on a découvert par des expériences de section, par des expériences de simulation, du bout central, du bout périphérique. Vous avez vu le rôle de chaque nerf. Nerf sensitif, conduction centripète, ou bien nerf moteur, conduction centrifuge. Bon, on ne va pas les faire ici, mais c'est supposé fait. Ce nerf-là, le nerf de Hering, donc, c'est un nerf qui conduit les messages nerveux qui sont nés au niveau de ce récepteur, le barorécepteur. Le nerf scion, il conduit les messages nerveux nés au niveau de ce récepteur qui est le barorécepteur de la crosse aortique. Voilà donc l'innervation. Lorsqu'on parle de régulation nerveuse de la pression artérielle, c'est-à-dire il faut se rappeler de réflexes. Une régulation nerveuse, c'est-à-dire une régulation réflexe. Lorsqu'il y a variation de la pression artérielle, il y a déclenchement d'un réflexe et ça va corriger le problème qui a eu lieu.
Et lorsqu'on parle de réflexe, il faut se rappeler des 5 éléments essentiels, des 5 structures qui doivent intervenir dans un réflexe. Il y a tout d'abord le récepteur, il faut chercher où est le récepteur. Donc là, le récepteur, c'est le barorécepteur. Les voies centripètes ou bien afférentes. Là, on a le nerf de Hering et le nerf de Sion. Le centre nerveux réflexe, il y a dans le bulbe rachidien 3 centres. Il y a le centre bulbaire, il y a le centre moteur du 10, il y a le centre vasomoteur. Et dans la moelle épinière, il y a le centre médulaire cardiaque. Il faut chercher quelles sont les voies motrices dans ce réflexe-là. Eh bien, les voies motrices, il y a le nerf 10 relié au cœur et qui part du bulbe rachidien. Et il y a le nerf cardiaque qui va vers le cœur en partant de la moelle épinière vers le ganglion étoilé, puis vers le cœur. Bon, en principe, ce système-là, le système qui est représenté par ces filets-là, c'est le système orthosympathique. Le circuit formé par Hering, Sion et le nerf 10 constitue le système parasympathique. Le système orthosympathique, en principe, il renferme d'autres fibres nerveuses qui vont vers les vaisseaux sanguins et qui vont vers la médullo-surrénale, vers les glandes surrénales. Donc, on ne les a pas représentés, mais on en parlera dans un schéma fonctionnel de ces nerfs-là. Donc, retenez bien que le système orthosympathique, voilà, là, nous avons le centre vasomoteur. Ce centre vasomoteur, c'est un centre orthosympathique. Donc, il y a le nerf cardiaque, il y a les nerfs qui font relais dans les ganglions et vont vers les vaisseaux, il y a le nerf qui passe vers les glandes surrénales. Donc, tous ces nerfs-là interviennent dans la régulation du rythme cardiaque et par conséquent de la pression artérielle. Un petit mot là sur ces neurones qui sont représentés en vert, ce sont des interneurones. L'interneurone, on a vu ce mot-là, interneurone inhibiteur, dans l'innervation réciproque lorsque vous avez étudié le réflexe myotatique et la coordination entre les muscles extenseurs et fléchisseurs. On vous a parlé d'un interneurone inhibiteur. Bien sûr, là aussi, on a un interneurone inhibiteur. Si vous vous rappelez bien, dans le réflexe myotatique, le message nerveux transporté par la fibre IA, lorsqu'il passe dans le centre nerveux, la fibre IA fait synapse directe avec le motoneurone qui innerve le muscle étiré et qui va se contracter. En même temps, la fibre IA innerve un interneurone inhibiteur, donc elle le stimule. Cet interneurone inhibiteur, il fait synapse avec le motoneurone relié au muscle antagoniste. Donc un même message nerveux sensitif transporté par la fibre IA donne deux réponses opposées, une excitation du motoneurone du muscle tiré, une inhibition du neurone du muscle antagoniste. Cette innervation réciproque fait intervenir donc un interneurone. Cet autre interneurone est un interneurone stimulateur. Donc lorsqu'on dit interneurone, ce n'est pas toujours des interneurones inhibiteurs. Il y a des interneurones inhibiteurs et interneurones stimulateurs. Voilà donc pour ce qui est de l'innervation du cœur. Maintenant, nous passons maintenant à voir le phénomène, disons le schéma fonctionnel de cette régulation de la pression artérielle. Il y a tout d'abord la variation, le stimulus, c'est la variation de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien et au niveau de la crosse aortique, ce qui va être perçu par les barorécepteurs, et ces barorécepteurs vont donner naissance à des messages qui vont être conduits par les voies afférentes, nerf Sion et nerf Hering. Bon, en citant les barorécepteurs, je rappelle aussi
ce que vous avez vu dans le récepteur, parce que tous les récepteurs fonctionnent presque selon le même principe. Un récepteur a deux fonctions. La première, c'est la transduction. Il convertit un stimulus approprié, comme ici la pression du sang sur le vaisseau, et il le convertit en message électrique, un potentiel de récepteur qui donnera un potentiel d'action. Et deuxième rôle du récepteur, vous l'avez vu dans le fuseau neuromusculaire ou bien dans le corpuscule de Pacini, c'est la même chose ici, c'est le codage de l'intensité de la stimulation. Comment il renvoie au centre nerveux l'importance de la stimulation, eh bien sous forme de fréquence variable de potentiel d'action. On dit modulation, les PA sont en modulation de fréquence. Donc, ce barorécepteur fonctionne comme le récepteur déjà étudié. Donc j'ai dit les barorécepteurs donnent des PA qui vont être conduits par des voies afférentes vers le centre cardiovasculaire. Il y a des stimulus internes et externes qui peuvent intervenir aussi et agir sur le cortex cérébral. Il y a des facteurs externes, on peut s'énerver par exemple, ou bien des stimulus internes. Il y a des vaisseaux qui se rétrécissent. Donc, eh bien, il y a des stimulations qui arrivent au niveau du cœur et au niveau du cortex cérébral. Ça passe à l'hypothalamus qui agit sur le centre cardiovasculaire. Ou bien l'hypothalamus agit sur l'hypophyse. Bon, ce côté-là, on ne va pas le traiter maintenant, c'est la régulation hormonale, ça fait intervenir la régulation hormonale. Nous, on sommes en train d'étudier la régulation nerveuse. Vous voyez qu'il n'y a pas une séparation complète entre régulation hormonale et régulation nerveuse. Les deux régulations sont bien reliées, mais pour ne pas charger la page, donc on va traiter tout d'abord la régulation nerveuse, mais retenez bien, on va revoir le rôle de l'hypophyse, donc retenez bien qu'on va revenir à cette hypophyse et à la régulation hormonale. Donc le centre cardiovasculaire bulbaire, centre cardiovasculaire médulaire, il y a ces deux centres qui s'intéressent, qui s'occupent du rythme cardiaque et par conséquent de la pression artérielle. Bulbaire, il y a le nerf 10 donc qui va vers le cœur, et centre médulaire, les fibres sympathiques. Les fibres sympathiques, il y a certains qui vont vers le cœur, le nerf sympathique cardiaque. Il y a les nerfs qui vont vers les vaisseaux, donc les sympathiques vasculaires. Et il y a les sympathiques qui vont vers les glandes médullo-surrénales. Et cette glande-là, c'est elle qui donne l'adrénaline. Là aussi, vous voyez, après un phénomène nerveux, on passe au phénomène hormonal. Bon, donc on va ici sur des exemples de voir. Bon, là c'est la voie hormonale. La flèche verte indique qu'on passe à la régulation hormonale. J'ai dit on va partir à partir d'exemples comment se fait la régulation comment se fait la correction d'une hypertension. Donc le stimulus ici c'est l'hypertension. L'hypertension est perçue par les barorécepteurs. Les barorécepteurs sont stimulés. Leur stimulation donc va être traduite par des PA. Il y a transduction de stimulus mécanique et la pression du sang sur le vaisseau, ça va donner des potentiels d'action propageables. Et ces PA vont être conduits par les nerfs de sillon et du Hering, dont la fréquence augmente. Regardez bien, dans les conditions normales, on a dit ici fréquence des PA dans les nerfs de sillon et Hering, augmentation des fréquences des PA. Cela veut dire que même lorsque la pression est normale, il y a quelques potentiels d'action. Il y a une pression sur le vaisseau. Donc ce n'est pas au repos. Les fibres nerfs sillon et nerfs Hering ne sont pas au repos. Il y a des PA qui parcourent ces nerfs parce qu'il y a une pression normale sur le vaisseau. Donc augmentation de la fréquence des PA, ça arrive au centre cardiomodérateur, stimulation du centre cardiomodérateur, stimulation du noyau moteur du 10, stimulation du noyau moteur du 10, rappelez-vous de l'interneurone donc qui relie sillon Hering au noyau moteur du 10, et en même temps l'interneurone inhibiteur qui va inhiber le centre vasomoteur. Donc vous voyez un seul message nerveux
il a donné deux résultats différents. Stimulation du noyau moteur du 10 et par conséquent le 10 et inhibition du centre vasomoteur. Donc la stimulation du noyau moteur du 10 entraîne l'augmentation des PA dans le nerf 10. Cette augmentation donc va entraîner la diminution du rythme cardiaque, le nerf 10 étant un nerf cardio-modérateur. Par contre, l'inhibition du centre vasomoteur va entraîner une inhibition du centre médulaire. L'inhibition du centre médulaire entraîne la diminution des PA le long des fibres orthosympathiques. Des fibres orthosympathiques, celles qui vont au cœur, celles qui vont vers les vaisseaux, celles qui vont vers les glandes les surrénales. Résultat de cette diminution des PA, l'orthosympathique vasculaire inhibé et l'orthosympathique cardiaque inhibé. Dans le premier, il va y avoir une vasodilatation, le vaisseau se dilate. Dans le deuxième, il va pas y avoir d'effet accélérateur du rythme cardiaque. Donc regardez ce qu'on a vu, ce qu'on a obtenu. D'un côté, vasodilatation, de l'autre côté, le rythme cardiaque qui diminue. Donc le vaisseau sanguin qui s'élargit, le rythme cardiaque qui diminue. Résultat final, c'est une diminution de la pression artérielle. On est parti d'une augmentation de la pression artérielle, il y a eu régulation nerveuse pour donner une diminution de la pression artérielle. Voilà donc le réflexe correcteur de l'hypertension. On va passer au réflexe correcteur de l'hypotension. Donc ce schéma-là, on va garder ce schéma-là, tous ces éléments-là, mais regardez bien, ici, il ne va pas y avoir d'hypertension, il va y avoir une hypotension. Les barorécepteurs ici ne sont plus stimulés, la fréquence des PA ne va pas augmenter, elle va au contraire diminuer, et on va essayer de voir le schéma de la régulation de l'hypotension. Donc hypotension, les barorécepteurs sont moins stimulés, une diminution de fréquence des PA dans le nerf sillon et le nerf Hering. Le centre bulbaire, il est moins stimulé. Si le centre bulbaire est moins stimulé, donc le noyau moteur du 10 aussi, il est inhibé. Par contre, le vide d'inhibition du centre vasomoteur, l'interneurone inhibiteur n'est plus fonctionnel, n'est plus stimulé. Donc, il n'y a plus inhibition du centre vasomoteur. On dit levé d'inhibition du centre vasomoteur. Lorsque le noyau moteur du 10 est inhibé, il y a diminution des PA dans le nerf 10. Donc, pas d'effet cardiomodérateur sur le cœur. Et lorsqu'il y a levé d'inhibition du centre vasomoteur, il y a stimulation du centre médulaire, augmentation des PA le long des fibres orthosympathiques, orthosympathiques vasculaires, orthosympathiques cardiaques, qui sont stimulés, donc ils sont activés, et pour le vaisseau, donc il va y avoir, pour le cœur plutôt, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque, et pour le vaisseau sanguin, il va y avoir une vasoconstriction. Donc l'effet du parasympathique n'est pas assuré. Par contre, il y a une accélération du rythme cardiaque et une vasoconstriction. Donc d'un côté, le vaisseau sanguin qui diminue de diamètre, de l'autre côté, il y a le cœur qui bat plus rapidement. Ces deux facteurs-là vont entraîner une augmentation de la pression artérielle. Donc on est parti d'une hypotension, on corrige l'hypotension par une augmentation de la pression artérielle. Bon, là c'est le cas par exemple d'une hémorragie. On a dit lorsqu'il y a une hémorragie, il y a chute de la pression artérielle. Donc il y a un problème. Le cerveau ne sera plus irrigué par le sang. Il n'arrive plus ce sang-là au niveau du cerveau. Donc le corps par réflexe, il réagit, les vaisseaux sanguins se rétrécissent, le rythme cardiaque s'accélère et la pression sanguine augmente et par conséquent le sang peut arriver aux différentes parties du corps.
Bon, maintenant la question qui se pose, quel est le mode d'action de ces systèmes orthosympathiques, les fibres orthosympathiques cardiaques et le disque parasympathique. Là, il y a les expériences de Lewy, vous les avez vues, Lewy qui a relié deux cœurs, il stimule l'un et il a relié deux cœurs par un tube contenant le liquide physiologique circulant d'un cœur A vers le cœur B. Bon, vous avez ce schéma-là sur votre livre et vous avez vu que l'excitation de l'orthosympathique entraîne l'accélération du cœur A et après un certain temps l'accélération du cœur B. L'excitation du nerf vagosympathique entraîne le ralentissement du cœur A puis le ralentissement du cœur B. Et les recherches ont montré que lorsqu'on a excité le nerf orthosympathique, il y a une substance chimique libérée aux extrémités du nerf orthosympathique qui est la noradrénaline. Et pour le parasympathique, c'est l'acétylcholine. Donc, ce sont les médiateurs chimiques du cœur ou bien les neurotransmetteurs cardiaques. Donc, il y a l'acétylcholine, la noradrénaline, origine, terminaison du 10 pour l'acétylcholine et terminaison de l'orthosympathique pour le cardiaque. Les conditions de leur sécrétion, quand est-ce que l'acétylcholine est produite par la terminaison du 10 en cas d'hypertension et l'autre en cas d'hypotension. Les effets sur le cœur et sur les vaisseaux que fait ce neurotransmetteur, il diminue le rythme cardiaque. Pour l'autre, il augmente le rythme cardiaque et il diminue le diamètre des vaisseaux, il y a vasoconstriction. Sur la pression artérielle, si le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle diminue. Et si le rythme cardiaque augmente avec vasoconstriction, la pression artérielle augmente aussi. Voilà donc les neurotransmetteurs cardiaques libérés par les nerfs parasympathiques, le 10, et orthosympathique, le nerf sympathique cardiaque ou bien le sympathique vasculaire ou les autres vaisseaux sympathiques. Bon, on a fini avec la régulation nerveuse. On passe à la régulation hormonale. Je vous rappelle que nous avons vu déjà l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse et on a vu aussi les médulo-cérébrales qui donnent l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone, vous l'avez vu en troisième année, c'est une hormone hyperglycémiante. Votre professeur vous a certainement annoncé cette information. L'adrénaline, elle est produite dans des conditions d'urgence. Elle prépare le corps en favorisant une légère hyperglycémie et en accélérant le rythme cardiaque. De même, l'adrénaline, elle diminue le diamètre des vaisseaux sanguins. Donc si nous réfléchissons un peu, nous comprenons que ces événements-là sont utiles, par exemple dans un cas de peur, lorsqu'on est seul, la nuit, et on entend des marches derrière nous, bon, le cœur se met à battre, c'est l'adrénaline qui a augmenté le rythme cardiaque, qui augmente le taux de glucose dans le sang, dans le but de répondre à des besoins de l'organisme, parce que l'organisme dans ces conditions-là, il est devant un choix, il se peut qu'il va fuir, il se peut qu'il va se battre, donc il doit avoir suffisamment de glucose, il doit y avoir des muscles bien irrigués, et c'est pour cela que l'organisme réagit en libérant de l'adrénaline. Donc dans cette régulation hormonale, on va faire intervenir un autre système de régulation, c'est le système rénine-angiotensine. Le système rénine-angiotensine, regardez bien ici, il y a des stimulus internes et externes qui agissent sur le cortex cérébral, l'hypothalamus, l'hypophyse. L'hypophyse produit l'ADH. L'ADH, hormone, vous l'avez vu en troisième année, antidiurétique. Elle agit sur le rein qui réabsorbe l'eau et elle aussi stimule le rein pour produire une hormone, la rénine, qui agit sur le foie. Le foie produit une autre hormone qui agit sur le vaisseau, qui provoque la vasoconstriction. C'est l'angiotensine. Cette angiotensine agit sur le corticosérénal. Les corticosérénales agissent
par une hormone, l'aldostérone, sur le rein. Et vous avez vu en troisième année l'aldostérone qui augmente la réabsorption du sodium. Et la réabsorption du sodium va entraîner une augmentation de la volémie, augmentation du volume, et lorsqu'il y a vasoconstriction, augmentation de la volémie, le résultat c'est une augmentation de la pression artérielle. Bien sûr, là, on n'a pas envisagé l'adrénaline, donc il y a aussi l'adrénaline qui intervient dans la diminution des vaisseaux sanguins, dans l'accélération du rythme cardiaque. Donc vous voyez très bien que cette régulation, elle est neuro-hormonale. Bon, pour les schémas, on ne sait pas régulation hormonale et régulation nerveuse, mais en fait, tout est lié. Bon, bien sûr, la pression artérielle, après avoir vu la régulation, les problèmes qu'elle cause. Il y a les problèmes cardiovasculaires, les problèmes qui se rapportent au cœur et qui se rapportent aux vaisseaux. Il y a beaucoup de maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Bon, on va voir quelques-uns. Ici, j'ai limité les déficiences, fonctionnement anormal du cœur. Ça peut entraîner une maladie cardiovasculaire ou bien les artères qui se rétrécissent. Parmi les maladies, il y a l'angine de poitrine et il y a les artérites, la lésion des artères. Il y a aussi l'infarctus cardiaque. On va donc commencer par les maladies du cœur, les maladies cardiaques, les caractéristiques et les causes. Donc les maladies cardiaques, il y a la cardiopathie rhumatismale, maladie du cœur rhumatismale. Elle est due à une insuffisance mitrale des valvules, donc on dit valvopathie rhumatismale. Et les causes, ça peut être une angine par exemple. Une angine mal soignée peut entraîner une cardiopathie rhumatismale. Ça peut être l'angine articulaire, puis rhumatisme articulaire qui évolue et devient un rhumatisme cardiaque. Deuxième type de maladie, l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est des douleurs pendant l'effort. Eh bien, cette douleur aiguë de la poitrine, elle est due à un rétrécissement de la lumière des coronaires. Nous reviendrons aux maladies vasculaires et je parlerai de ce rétrécissement plus en détail. Il y a l'infarctus cardiaque, des douleurs thoraciques prolongées. Là, c'est douleur aiguë, ici, c'est douleur prolongée. Occlusion coronarienne, c'est-à-dire obstruction des vaisseaux du cœur. Il y a aussi des cardiopathies congénitales, c'est-à-dire des maladies qui consistent à des communications entre oreillette et ventricule. Ce sont des anomalies génétiques ou bien des affections infectieuses au début de grossesse. Ça, c'est des maladies du cœur. Bien sûr, j'ai dit, j'ai choisi quelques maladies. Nous passons aux maladies cardiovasculaires et plus précisément les affections vasculaires. Les caractéristiques et symptômes. Les causes. Les maladies, les affections vasculaires les plus graves, c'est l'artériosclérose. En quoi consiste l'artériosclérose? Elle consiste en un dépôt de graisse ou d'autres substances, du cholestérol par exemple, sur les parois des vaisseaux, ce qui diminue la lumière des vaisseaux et par conséquent ça empêche le passage du sang. Ça peut même boucher complètement le vaisseau. Donc, accumulation de graisse dans les parois internes des artères. Parmi les artères, il y a les artères coronaires du cœur qui irriguent le cœur. Il y a aussi les vaisseaux du cerveau qui peuvent subir cette occlusion. Les causes, certaines substances du tabac, l'ennemi numéro 1, et la consommation de graisse animale saturée. Les varices des membres inférieurs, c'est une autre maladie vasculaire. Elle se manifeste par des douleurs des jambes, dilatation des veines des jambes. On voit des veines bleuâtres au niveau des muscles de la jambe.
Et la cause, c'est une position debout prolongée. Donc, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour prévenir ces maladies cardiovasculaires, il faut adopter de bonnes habitudes alimentaires, il faut une alimentation équilibrée, il faut éviter l'obésité, s'abstenir du tabac. Le tabac contient la nicotine. La nicotine, elle provoque une hypertension, elle provoque l'accélération du rythme cardiaque, le dépôt de diminution du bon cholestérol. Donc, le tabac, c'est l'ennemi à éviter. Pratiquer régulièrement une activité physique, le sport, l'activité sportive, une activité, par exemple, de 3 jours de sport par semaine peut réduire 30% les risques de ces maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le stress. Le stress, il peut provoquer une accélération du rythme cardiaque, il peut entraîner une hypertension. Les mauvaises habitudes donc qu'il faut éviter une alimentation déséquilibrée, éviter un mode de vie sédentaire, éviter l'obésité, car ils peuvent entraîner l'hypertension, le diabète ou bien l'hypercholestérolémie. Éviter aussi le tabac, gérer son stress. Pourquoi? Parce que ces 3 éléments-là sont eux qui provoquent les maladies cardiovasculaires. Voilà donc un aperçu sur ces maladies. On va essayer maintenant de voir un peu une petite évaluation et voir ce que vous avez saisi de cette leçon. Donc, première question, une injection d'adrénaline dans le système veineux entraîne une cardio-accélération, une cardiomodération, une vasoconstriction, une vasodilatation. L'injection d'adrénaline dans le système veineux. La réponse juste est une cardio-accélération et une vasoconstriction. Deuxième question. Le sinus carotidien sont des poches dilatables situées sur les carotides innervées par le système orthosympathique, sont innervées par le système sympathique moteur, possèdent des barorécepteurs sensibles à une diminution de la pression artérielle, sont reliés à des fibres nerveuses présentant une activité électrique modulable selon la pression artérielle. La réponse juste est la 4e. Troisième question. Le réflexe correcteur de l'hypotension fait intervenir le nerf 10, les fibres sympathiques, le centre bulbaire cardiaque cardiomodérateur et le centre médulaire cardio-accélérateur. Le réflexe correcteur de l'hypotension. La réponse juste, les fibres sympathiques et le centre médulaire cardio-accélérateur. Dernière question. Les nerfs de Sion et les nerfs de Hering sont des cardiomodérateurs hypertenseurs, des cardiomodérateurs hypotenseurs, des cardio-accélérateurs hypotenseurs et des cardio-accélérateurs hypertenseurs. La réponse juste est des cardiomodérateurs hypotenseurs. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez bien bénéficié de cette séance. Je vous souhaite une bonne réussite et bonne continuité. Au revoir.